Capexi et ravie de vous accueillir, Monsieur Berthier. Pour la deuxième fois sur Être prof, vous nous avez fait l'honneur de venir à un premier live, je pense qu'il y a 1 an et demi. Exact. Voilà, et c'est Peggy qui vous avait accueilli dans les locaux de l'association. Là, nous sommes chacun chez nous et c'est moi qui vous accueille aujourd'hui et j'en suis ravie. Je vais commencer peut-être par essayer de vous présenter et vous compléterez si j'ai manqué des informations ou en tout cas, il vous semble qu'il y a des informations à partager supplémentaires. Vous êtes spécialiste des sciences cognitives de l'apprentissage, vous êtes proviseur honoraire et ça, il faudra que vous m'expliquiez parce que je ne sais pas ce que c'est. Et vous êtes ancien ingénieur de formation à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et vous êtes actuellement animateur de l'équipe Apprendre et former avec les sciences cognitives. Alors, qu'est-ce qu'est un proviseur honoraire? Ah, c'est tout simplement quelqu'un qui a exercé la fonction euh, et qui fait droit, qui fait valoir droit à la pension, c'est vrai, à la retraite, n'est-ce pas? Donc, D'accord. c'est tout simple. Et donc, effectivement, je suis un ancien enseignant, donc je connais bien le terrain. Ensuite, j'ai dirigé 4 établissements, hein, principal et proviseur. Ensuite, pendant 4 ans, j'étais le responsable de la formation de l'ensemble des chefs d'établissement en France à l'École supérieure des cadres, comme vous le disiez tout à l'heure. Qu'on appelle l'IH2EF et qui est à Poitiers dans une magnifique école de la fonction publique. Mais je tenais quand même, Nathalie, à vous remercier pour l'invitation. J'y suis très sensible et ça me fait très plaisir. Et je dis bonjour à tous les participants. Très bien. Et aujourd'hui, on va parler des coniclasses. La dernière fois, on avait parlé cognition, mais de façon assez généraliste, et surtout en lien avec le livre que vous aviez écrit à ce sujet-là, un des livres que vous aviez écrit à ce sujet-là. Et là, il m'a semblé intéressant de faire un vrai focus sur les coniclasses parce que c'est une vraie possibilité d'inscrire d'inscrire la recherche sur les sciences cognitives dans la pédagogie au quotidien. Et du coup, on va aborder cette question des coniclasses. On va voir ensemble sur quoi repose cette dynamique et surtout ce qui se joue pour les élèves, pour les enseignants et l'établissement dans lesquels sont mis en œuvre ces outils. On va pas forcément parler mémoire, fonction exécutive, compréhension, implication et bien sûr attention. Et on va voir comment intégrer à notre pratique enseignante une réflexion sur ces différents thèmes. Et bien c'est parti. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans cette introduction? Peut-être dire que l'association que vous avez évoquée, elle a déjà 10 ans d'âge, donc on a une maturité certaine. Je ne suis donc pas seul, je suis entouré d'environ 40 collaborateurs très proches et nous formons un puzzle de compétences, d'expertise. Donc ce sont en fait des enseignants qui expérimentent des pédagogies, ce sont des enseignants formateurs, il y a pas mal de chercheurs, je vous expliquerai pourquoi après. Et puis, il y a des personnels d'encadrement, inspecteurs, etc., et des personnes spécialisées en formation et hors éduc, parce que nous considérons que les principes de la formation, de l'apprentissage sont les mêmes à la base pour tous les individus, même si on a tous des cerveaux différents. Donc, je tenais à dire que je représente toute une équipe qui travaille comme des fous et qui essaye de faire avancer les choses depuis maintenant 10 ans. Voilà. Et deuxième chose, notre originalité tient dans le fait qu'on s'appuie à la fois sur des laboratoires d'experts en sciences cognitives, dont les plus connus sont le LAPSIDE, c'est-à-dire le département des sciences cognitives de la Sorbonne à Paris, le laboratoire INSERM de Lyon avec Jean-Philippe Lachaud, qui est connu pour ses travaux sur l'attention, la concentration, et puis un petit peu avec l'école normale sup et je dois dire, je travaille d'assez près avec Stanislas Dehaene, qui est très intéressé à faire la relation entre l'exploration, j'allais dire, neurobiologique du cerveau, mais surtout l'apprentissage, comment les élèves, etc. Voilà, donc nous, on est dans l'interface entre le monde de la recherche, le monde institutionnel auprès de qui on a la plus grande considération, et ça, c'est vraiment très, très précieux, et puis, évidemment, le terrain, puisque notre action principale, c'est quand même, comme vous le disiez, les coniclasses, les profs, les élèves, les établissements, voilà, qui sont un monde que nous connaissions bien et avec qui on développe toutes ces pédagogies un peu nouvelles. Et du coup, bah, vous faites la transition toute parfaite pour aborder cette première question.
comment est né ce projet Coniclass? Pour qu'on essaye de se remettre un peu en contexte. Oui, alors c'est assez intéressant parce que lorsque j'étais aux manettes à l'école des cadres de l'éducation, j'ai eu l'occasion de faire intervenir un des premiers experts en psychologie cognitive qui s'appelle Alain Liury, qui était le vice-président de Rennes 2, c'était un prof de psycho, et qui a été peut-être le premier en France à s'occuper sur une grande échelle des problématiques de l'apprentissage chez les collégiens et les enseignants, les lycéens, et un petit peu dans le primaire. Et j'ai été fasciné par ses travaux. Je l'ai rencontré pendant un an. Il m'a appris la psychologie cognitive de l'enseignement. Et vous savez, c'est un monde dans lequel on y met le petit doigt et après on ne peut plus en ressortir le membre entier. Et donc, j'ai travaillé avec lui comme ça. Et si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé sur le développement des compétences de l'adulte. Qu'est-ce qu'une compétence? Comment ça s'élabore? Comment ça se construit dans la tête? Et de proche en proche, on en est arrivé à mais dans le cerveau, que se passe-t-il? Et ensuite, quand je suis revenu dans l'Académie de Versailles, le recteur Boissineau, qui était un recteur très influent en France, m'invite à faire une conférence sur un petit peu les éléments de la psychologie cognitive auprès des cadres de l'Académie de Versailles. Et la semaine qui a suivi, j'ai reçu au moins une dizaine de demandes d'intervention. Et là, on a enclenché. Et comme je suis quelqu'un qui ne sait pas travailler seul, je me suis entouré assez rapidement d'une équipe qui n'a cessé de grossir avec les années. Et donc après, on s'est dit, mais en classe, comment on fait, etc. Et du coup, c'est devenu une grosse machine. Et maintenant, on a des relais dans toute la France et même à l'étranger, parce qu'on travaille sur plusieurs sites sur tous les continents. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on commence à s'intéresser à un sujet, on approfondit, on étudie, etc. Et plus on étudie, plus on développe quand même ses compétences. Et plus on développe des compétences, plus on est sollicité. Et ensuite, c'est une roue vertueuse, voilà, qui s'installe. Voilà comment c'est né. Et actuellement, combien de classes d'élèves sont engagées? Ça représente quoi? C'est compliqué à dire parce que, alors, on a un fichier officiel de gens qui nous envoient leurs projets, que font-ils, comment le font-ils, avec qui le font-ils, dans quel type d'établissement, de filière, de niveau d'âge, etc., etc. Alors, nous, on a un fichier, si vous voulez. Mais au-delà de ce fichier, il y a énormément de profs qui se forment, qui s'instruisent, qui essayent, qui expérimentent et que nous ne connaissons pas. Et à l'inverse, on a probablement des enseignants qui ont un petit peu laissé tomber, modifié, etc. Et puis alors est venu en mars dernier le confinement qui a été terrible parce que ça a modifié les pratiques des gens. Les collègues ont eu tellement d'autres soucis à gérer que nous n'avons pas osé, si vous voulez, les recontacter. Bon, ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Mais avant le confinement, on estimait entre 3 et 4 000 les enseignants qui étaient investis dans des classes différentes. Alors, si on multiplie par 25 élèves, en gros, on tourne autour de 50-80 000 élèves. Donc, c'est en gros. Mais c'est impossible à dire. Alors, on essaye. Là, puisque les choses semblent se calmer un tout petit peu, on essaie de faire un retour vers le maximum de collègues, mais c'est un travail considérable, hein, un travail d'aller-retour considérable. Donc, on a aussi nos limites en termes de disponibilité de mes amis et collègues qui travaillent avec moi. Mais enfin, en gros, on peut dire ça. C'est 400 établissements, tout niveau, environ 3-4 000 profs, et je dirais entre 50 et 80 000 élèves. Mais attention, tout ne se fait pas de la même manière partout. Donc, je dirais que c'est peu ou prou, n'est-ce pas? Il y a des gens qui essayent une chose, d'autres une autre, etc. Le tout dans un cadre bien précis et exigeant. On va y revenir sur la rigueur scientifique. Mais en gros, c'est le volume. Je voulais vous inviter en début d'émission plutôt qu'à la fin et d'essayer de nous partager, avec l'expérience que vous avez, quelles sont les retombées pour ces élèves, ces enseignants et ces établissements. Est-ce qu'on pourrait essayer de synthétiser ça pour commencer et entrer dans le propos pour se dire, OK,
voilà ce que ça apporte. Et d'avoir ça en ligne de mire. Oui, c'est une bonne idée, cette entrée-là. Alors, comme je le disais précédemment, il est difficile de quantifier les choses. Par contre, au niveau qualitatif, Tout à je vais fait. vous donner trois traits qui émergent. Alors, si vous prenez les enseignants, les retours qu'ils nous font, c'est je me suis construit une autre représentation du métier. Ça, c'est très clair. La deuxième chose, c'est que ça a changé leur goût au métier. Alors ça, c'est très étonnant. Donc ça veut dire que on touche les fibres de l'activité professionnelle auxquelles on n'avait peut-être pas songé et qui visiblement donnent du plaisir. Pourquoi? Parce que sans doute qu'ils s'y retrouvent avec leurs collègues, sans doute parce qu'ils innovent des choses, même si c'est pas toujours simple, sans doute parce qu'ils travaillent différemment avec leurs collègues, sans doute parce que le rapport aux élèves est différent, que le climat de la classe est différent. Ça, c'est aussi une chose qu'on avait peu anticipée. Et donc, ça stimule le goût, si vous voulez. Et ça transforme l'esprit dans lequel les enseignants pratiquent leur métier. Mais attention, ne généralisons pas hâtivement. En tout cas, il y a un cadre, je dirais, d'esprit scientifique, pas au sens de la discipline dure, etc., mais plutôt au sens de je m'assure de la crédibilité des arguments sur lesquels je construis ma pédagogie. J'essaye, et peut-être que je vais me tromper, j'essaye avec les élèves. La science n'est pas absolue, elle avance tous les jours. Je suis peut-être contributeur d'éléments que j'observe et qui vont remonter. Donc c'est toute cette implication qui plaît beaucoup aux enseignants qui s'impliquent. Voilà. Alors, en ce qui concerne les enseignants, on pourra en parler longuement, mais ça dépend évidemment. Pardon? On en reparlera tout à l'heure. Oui, mais ça dépend beaucoup de leur profil, de leur personnalité. C'est évident. Voilà. Alors, en ce qui concerne les élèves, c'est très clair. Les élèves s'y retrouvent pour plusieurs raisons. La première, parce que d'abord, on essaye systématiquement de leur apprendre comment ils fonctionnent. Mais c'est quoi leur cerveau qui pense, comment il fait pour agir, comment il fait pour contrôler sa pensée, comment il mémorise, mais pourquoi il oublie, et c'est quoi l'attention, voilà, qui se développe surtout à l'orage, etc. Alors ça les fascine assez, mais ce qui est important aussi, c'est qu'à travers leur formation, ça les implique dans des pédagogies nouvelles. Parce que même s'ils ont 12 ou 13 ans, ils ont déjà tout un passé derrière eux. Ils sont déjà ancrés dans des routines, etc., les devoirs, les leçons, comme ci, comme ça. Bon, et donc ça les bouscule et ça leur plaît assez. Et ce qui leur plaît, c'est que on leur propose des pédagogies qui ne sont pas nouvelles, hein, il n'y a pas de révolution là-dedans. Mais par exemple, une pédagogie de participation, d'implication et moins de transmission, des choses comme ça. Et on essaie de travailler au mieux la différenciation. Alors, quand on cherche tout ça, on touche quand même des enfants qui sont plutôt en difficulté. Pourquoi au départ? Vous disiez, qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Eh ben parce que j'ai été proviseur dans des zones très compliquées, à Garges-les-Gonesse ou à Argenteuil, et que quand j'ai quitté ces établissements, je ne suis pas parti très satisfait de moi-même, en me disant quand même, une génération d'élèves de Garges-les-Gonesse en troisième, dont une partie échoue au pied de leur immeuble et alimente la fracture sociale, c'est pas acceptable. Est-ce que la pédagogie n'a pas sa place? Et donc, il y a aussi tout cela, n'est-ce pas, qui joue sur les élèves. Mais là encore, ça dépend de la configuration de la classe, de la personnalité du prof. Si vous voulez, ce qu'il faut intégrer dans cette affaire, c'est que les sciences cognitives, c'est pas une mallette magique avec des trucs qui permettront de. C'est parce que il y a une osmose forte entre quelle pédagogie je vais mettre en œuvre et qui je suis comme enseignant. Et ce sont les enseignants qui, a priori, ont le plus fort impact au niveau des jeunes, sont les plus curieux, les plus ouverts, chez qui ça marche. Et c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de retours positifs, parce que c'est ceux-là qui sont le sel du développement de la pédagogie, n'est-ce pas? Alors, au niveau des élèves, ça c'est clair que l'effet est positif. Alors ensuite, au niveau de l'établissement, je vais dire un peu la même chose, c'est-à-dire ça dépend du chef d'établissement.
si le chef d'établissement, une corporation que je connais bien, puisque je l'ai été longtemps, s'il est très favorable, s'il accueille, s'il suit le projet, s'il met en place les conditions, s'il s'y intéresse, s'il connaît les enjeux, les possibles, les limites, tout ça, il est clair que ça va, non seulement ça va se faire, mais ça va se développer. Si versus ça l'intéresse pas ou il n'est pas très chaud, etc., ça va être très compliqué pour les enseignants. Donc vous voyez que c'est vraiment multifactoriel. Et puis n'oublions pas les corps d'inspection. C'est-à-dire dans le primaire, c'est des gens qui sont quand même très proches. En général, ils sont proches des classes avec leurs conseillers pédagogiques et tout. Et donc là, nous, dans notre équipe, on a des IEN qui font un boulot de dingue. Je ne vais pas donner de nom, mais sur Aix-Marseille, notre collègue qui travaille de très près avec nous, elle pilote 80 coniclasses. On est en train de monter un pôle autour de Poitiers avec 100 coniclasses. Enfin, on a des choses très impressionnantes. Et ça dépend du dynamisme de Monsieur X, de Madame Y, etc. On a un IPR sur Aix-Marseille qui développe des choses dans la filière tertiaire. C'est soufflant avec la contribution du CNRS qui développe des plateformes de formation pour les élèves. Là, on fait des choses merveilleuses. Et puis on a des groupes géographiques où ça bloque. Nathalie? Donc, deux dynamiques, hein, une dynamique du terrain, des enseignants qui, à titre individuel, s'intéressent à cette démarche et s'inscrivent dans cette démarche dans leur classe et qui s'agrègent les uns aux autres, et une dynamique de leadership, je dirais, de chefs d'établissement ou de directeurs, directrices qui ont cette possibilité d'insuffler cette dynamique dans leurs écoles. On va passer à la question d'après qui nous intéresse. En préparant cette émission, vous m'avez souligné l'importance de la posture de chercheur qu'on doit avoir et que l'enseignant doit avoir et doit adopter, apprendre aussi, quand on se lance dans une coniclasse. Je veux bien l'observation, l'analyse, et je veux bien que vous essayiez enfin, c'est pas que vous essayez, que vous nous le présentiez de façon plus explicite, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête, en préliminaire et en prérequis, pour se dire, OK, se lancer dans une coniclasse, c'est déjà adopter cette posture-là. Alors, si vous voulez, on est dans une époque où il se passe la chose suivante. Les sciences cognitives, enfin la psychologie cognitive, n'est-ce pas, se développent depuis des décennies. Mais jusqu'à présent, les experts étaient un peu confinés dans leur labo et il y avait une espèce de cloison entre le monde de la recherche et puis le monde de l'éducation, le terrain, n'est-ce pas? Donc, il y avait ces gens-là. Et puis, d'ailleurs, les enseignants, on observe une montée en charge sur leur posture, les problématiques du système scolaire français, comment on essaye de les résoudre, etc. Et il s'est produit une osmose il y a une dizaine d'années peut-être, entre des grands directeurs de recherche. Alors, j'ai un nom en tête parce que c'est devenu un ami. Il s'appelle Olivier Houdet. Il dirige le Labsidé de la Sorbonne. Et moi, je le considère comme un pot de fer et moi, je suis un humble pot de terre. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoutez, nous, on fait des recherches sur l'inhibition sur les enfants de 15 ans, comment contrôle-t-on mieux la pensée pour mieux se gérer dans la vie, pour mieux raisonner, pour mieux enchaîner la logique scolaire dans toute discipline, etc. Et est-ce que nous pourrions entrer dans un établissement ? Est-ce qu'on pourrait mettre des classes dans le coup, etc. Et là, on a commencé un travail en commun, donc une espèce de collaboration entre le monde de la recherche et le terrain. Alors évidemment, nous on est rentrés dans ce jeu-là, et depuis on multiplie les opérations de ce type. Alors Olivier est parti, il a été académicien, donc il a plus le temps de s'occuper de cela. Mais Grégoire Borst, qui le succède, qui est une grande star des sciences cognitives, a dit on y va et on va même faire un partenariat tripartite avec un énorme groupe d'édition scolaire, n'est-ce pas, et on mène ensemble. Alors lui nous apporte la crédibilité de ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple. On a créé un magistère sur la mémorisation pour le cycle 3 et 4.
c'est le ministère qui nous l'a commandé. Nous, on a fait entièrement corriger, vérifier ce magistère par Grégoire lui-même, n'est-ce pas, qui a accepté de le faire. En échange de quoi, on lui propose des classes avec lesquelles on mène des recherches-actions. Exemple, actuellement, on travaille sur, quel est l'impact de la formation sur la cognition chez les tout petits? Qu'est-ce que ça change pour eux dans leur rapport à l'école, etc. Vous voyez, donc il y a un échange de plus en plus grand. Alors, deuxième grand paramètre de notre société actuelle, c'est que, au-delà de ce développement des connaissances sur la cognition et cette perméabilité entre les mondes, si vous voulez, ce qui se produit, comment je dirais, c'est que les postures de l'enseignant sont amenées à changer. C'est-à-dire, puisque on met à disposition des enseignants des éléments qui sont vérifiés par la science. Alors, ça veut dire que l'enseignant va s'appuyer, va s'adosser sur cette crédibilité des éléments et il va mettre en place des pédagogies qui ne sont pas simplement le résultat de j'enseigne comme j'ai été enseigné ou j'ai des routines intuitives, etc. Mais nous, on est complètement dans ce sillage-là, c'est-à-dire éviter de faire, j'allais dire un peu, pas tout et n'importe quoi, mais un peu à l'intuit, vous voyez, un peu sans se soucier si c'est bien comme ça que la mémoire, elle marche. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on comprend? Est-ce que c'est bien comme ça qu'on développe l'attention? Et qu'est-ce que c'est le cerveau prédictif? Et en quoi ça transforme la pédagogie? Vous voyez, enfin, il y a tout un jeu. Qu'est-ce que c'est la métacognition? Est-ce que ça va changer la manière de faire d'un professeur principal? Remplacer la bienveillance que l'on loue, évidemment, mais par une activité de compétences métacognitives beaucoup plus cadrées, si vous voulez. Et la science, elle rentre comme ça. C'est-à-dire, on invite les enseignants à rentrer dans ce qu'on peut appeler un peu le climat scientifique, qui fait qu'on ajuste la pédagogie en fonction de ce que la science nous propose. Alors, la mémorisation, c'est un exemple fabuleux, puisqu'on a tous une conception de la mémoire qui n'est pas la bonne. Donc, c'est quand même dommage, n'est-ce pas? On perd du temps, on perd de l'efficacité, voilà. Enfin, on pourrait dire la même chose sur la compréhension, l'attention, tout ça. Bon, alors, il y a ça, il y a l'idée de, j'ose me tromper, j'avance par essai et erreur. Tout ça, c'est le climat scientifique, et on fournit même une petite méthodologie d'observation. Qu'est-ce que ça veut dire observer les élèves, etc. Parce que c'est important d'observer les élèves. L'enseignant qui exerce sa pédagogie, il a besoin de savoir, mais ça marche pas, mais ça marche combien, je vais dire. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire de ces conclusions-là? Je les garde pour moi, je les partage, et nous, on joue ce rôle d'interface. Donc, le climat scientifique, c'est un peu tout cela. Merci pour cette réponse. Et j'ai une question qui va pas tout à fait dans ce sens-là, mais qui a sur le chat et que j'ai vu remonter plusieurs fois. Est-ce que cette approche des Cogniclass peut s'adresser à des enfants qui présentent des handicaps? Et ça, c'est... Oui. Alors là, je vais dire merci à la personne qui a posé la question, parce que c'est un problème très compliqué. Alors, soyons très clairs. Il y a 6 axes majeurs de l'apprentissage qui sont communs à tous les enfants de la Terre. C'est simple. C'est tout simplement parce que l'évolution de l'espèce humaine depuis le tout début nous a conduit à avoir dans notre cerveau des zones, des réseaux neuronaux qui sont capables de percevoir, de mémoriser, d'intégrer, de comprendre, etc. Donc le premier grand thème, c'est la mémorisation. La mémoire. Le deuxième, c'est la compréhension. Le troisième, c'est l'attention. Le quatrième, c'est l'implication active. Le cinquième, c'est la métacognition. Et le sixième, ce sont les fonctions exécutives. Bien. Alors, ces 6 axes-là concernent tous les élèves. Au-delà de cette... Mais y compris ceux qui sont en difficulté. Y compris ceux qui ont des troubles de l'apprentissage. Y compris les enfants de SECPA, de CP de telle ou telle filière. Enfin bon, moi j'ai dirigé un établissement à Argenteuil où il y avait beaucoup d'élèves en difficulté. Ça les concernait également. Mais
il y a quand même, le cerveau est très, très complexe, n'est-ce pas? Et il y a des troubles, enfin, je pense aux dizaines de 10, n'est-ce pas? Les dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, disent tout ce qu'on veut. Il y a les troubles attentionnels, de l'hyperactivité, etc., etc. Il y a tout ce qu'on qualifie actuellement de haut potentiel, il y a les troubles autistiques, etc., etc. Et alors là, mon équipe et moi-même, on s'est donné une limite. C'est-à-dire, on s'est dit, nous n'apportons que des éléments qui sont, un, hyper validés par la science, deux, où nous, on a une compétence suffisante. Donc, oui. Tous les cas particuliers, nous ne les gérons pas. Okay. Alors, ça ne veut pas dire que les pourcents qui sont parfois pas si négligeables que ça, on s'en désintéresse. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, moi, je suis très lié à des gens qui s'occupent du rapport entre les émotions et la mémoire et des choses comme ça. Mais en tout cas, nous, on n'y travaille pas. Donc, personnellement et au nom de mon équipe, on n'est pas apte, si vous voulez, à en parler. En revanche, il y a des relations très puissantes, très fortes, très importantes, presque urgentes à la demande des familles, des enseignants, etc., sur tous ces troubles-là. Et nous considérons qu'il y a des experts qui sont beaucoup mieux placés que nous pour en parler. Je pense en particulier à quelqu'un avec qui je travaille d'assez près, qui s'appelle Catherine Guéguen, qui est spécialisée dans les sciences cognitives affectives. Bon, elle en sait immensément plus que nous, elle est capable, voilà, d'avoir comme interlocuteur des enseignants, pas nous. Donc, voilà comment on se situe par rapport aux élèves en difficulté. Mais les problèmes, les difficultés de ces jeunes-là et de leur entourage relèvent bien évidemment de ce qu'on appelle les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est l'ensemble de toutes les disciplines de la cognition, de la pensée, de l'action. C'est tout ce qui se passe, voilà, dans la tête. Et en termes de comportement, n'est-ce pas? Pas en termes de biologie. La biologie, c'est les neurosciences. Nous, on n'est pas dans les neurosciences. Par contre, on est dans les neurosciences cognitives, c'est-à-dire tout ce qui est dit en Sciences Co actuellement, ça s'appuie, c'est corrélé avec des études neurobio. Ok, super. Alors, eh ben, on va aller, hein, on va explorer ces 6 thématiques, ces 6 composantes. Et pour chacune d'elles, si vous voulez bien, je vais vous proposer qu'on donne des points clés, parce que ça pourrait faire le sujet d'un live, donc on va essayer de se restreindre. Donc, quelques points clés, essayer de l'illustrer de ce qui se passe dans la classe, qu'est-ce que ça donne dans la classe. Et j'aime bien qu'on ajoute la posture de l'enseignant par rapport à ce point-là. Alors, par laquelle voulez-vous commencer? Est-ce qu'il y en a une par laquelle il vaut mieux entrer? Oui. Alors, d'abord, vous avez bien dit que vous me donniez 3 jours pour en parler, c'est bien cela? Ok, on est d'accord. Oui. Nous, on va, je dis pas surfer, mais enfin, on va aller à quelques points essentiels. Oui, l'axe majeur central, c'est très probablement la mémorisation. Alors, la mémorisation, il est important de modifier la représentation qu'on en a parce que la mémoire est une fonction qui est au service de toutes les fonctions cognitives. Toutes sont liées. Alors, toutes les fonctions cognitives sont liées. Voilà. Mais la mémoire tout particulièrement, et la mémoire est logée, si je puis dire, dans un grand nombre, alors on l'estime à 100 ou 150 zones dédiées à cela en différents points du cerveau, la surface, le cortex, un peu l'intérieur, le pariétal, enfin le cervelet, tout ça. Bon. Donc, la mémorisation, si on veut extraire quelques idées clés, c'est ça. C'est on n'a pas une mémoire, mais tout un jeu de systèmes et de sous-systèmes de mémoire. Par exemple, la mémoire visuelle, on en a une quinzaine, la mémoire, etc., etc. Bon. Ensuite, alors, je ne vais pas faire un cours ici, mais dire quand même que le b.a.-ba de l'enseignant, c'est d'abord de connaître l'existence de ces différents types de mémoire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont des fonctionnements différents. Ils ont des fonctionnements différents parce qu'ils traitent des signaux différents. Et pour des usages différents. Et je vais vous prendre un exemple. Alors, ça ne veut pas dire que tout est cloisonné comme ça, mais on prend souvent des exemples comme par exemple conduire une automobile. Quand on conduit, on a acquis par rapport au premier jour où on s'est mis au poste de pilotage,
on a acquis des habitudes, des routines, on a exercé des gestes et on a même acquis des automatismes qui permettent de les exercer de façon involontaire, inconsciente, etc. Ça se fait un peu tout seul, n'est-ce pas? Alors, je dis pas complètement parce qu'il vaut mieux éviter d'écraser une personne qui passe devant. Mais en même temps, il y a un contrôle, si vous voulez. Donc, il y a une rationalité et ça fait appel à d'autres zones de la mémoire, hein, n'est-ce pas? Donc, la mémoire des automatismes, la mémoire des savoirs, la mémoire des souvenirs, la mémoire de ce qu'on perçoit, la mémoire de travail qui est le summum, hein, puisque c'est l'atelier exécutif du cerveau, mais on pourrait faire la même chose pour la lecture. Comment explique-t-on, par exemple, qu'un enfant qui démarre la lecture, il lit 8 mots, il lit un mot toutes les 8 secondes, n'est-ce pas? Et un adulte aguerri, il lit 8 mots par seconde. Où est la différence? C'est pas. Eh bien, c'est toute cette acquisition, ce voyage des intégrations de type de mémoire en type de mémoire, tout ça. Donc, la mémoire, c'est un peu tout ça. Comment on fait pour gérer tout ça? Et donc, en pédagogie, c'est très fort, parce qu'on ne va pas apprendre de la même manière des références historiques, des définitions de concepts en sciences économiques, ou accélérer des quasi-automatismes, on appelle ça un peu des habiletés cognitives, si vous voulez, pour lire, compter, faire des diagrammes, etc., etc. Et là, tout ça, ça requiert des techniques pédagogiques différentes. C'est un peu ce que le référentiel des langues a apporté il y a quelques années en disant quand vous lisez ou vous écoutez une langue étrangère, c'est plutôt la mémoire sémantique qui travaille. Si vous voulez vous exprimer, c'est plutôt la mémoire procédurale qui s'exprime. Et donc, il faut travailler tout cela, n'est-ce pas? Il faut mixer un petit peu. Voilà. Donc, les mémoires sont au centre de tout. Et la mémoire, c'est pas une valise de souvenirs dans laquelle on va piocher. C'est vraiment maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai intégré? Est-ce qu'avec la mémoire, je suis capable d'exécuter, de produire une tâche, de raisonner, etc. Donc, c'est au centre. Et la mémoire, c'est le passé, c'est le présent, mais c'est le futur. C'est-à-dire que la mémoire, c'est pas simplement des choses qui se sont passées avant. C'est le projet. C'est pourquoi je le fais. C'est la continuité de mon individu sur toutes les dimensions du temps, etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très large, de très vaste, de très technique, qu'il faut savoir bien manipuler quand on est enseignant, bien aider les enfants à gérer leur mémoire. Hier, par exemple, je donnais une intervention auprès d'un gros groupe de doctorants. Donc, des gens qui ont un top niveau et qui disaient, mais comment on fait pour accumuler dans sa tête des références, un grand nombre, pour pouvoir comprendre, prendre un peu de hauteur, etc. Et j'étais quand même très étonné de voir qu'ils ignoraient comment on mémorise. Est-ce que, voulez-vous que je vous dise maintenant, Nathalie, quelles sont les règles majeures de la mémorisation? Mais bien sûr, éclairez-nous. Il n'y en a pas 36. La première, c'est qu'il y a le phénomène de l'oubli naturel, 24 heures sur 24, plus on apprend, plus on oublie. C'est l'horreur, c'est le diable pour le pédagogue, mais on remercie notre cerveau d'oublier, autrement on deviendrait des hypermnésies pathologiques, on mourrait. Donc il y a une régulation naturelle qui s'opère. Et comment l'enseignant trouve-t-il un équilibre entre l'élève oublie et il faut absolument qu'il retienne des choses. Donc il y a des règles de la consolidation mémorielle dans le cerveau. Il faut passer de la trace à quelque chose de beaucoup plus solide et quelque chose de beaucoup plus pérenne dans le temps. Et là, il y a des reprises de consolidation qui respectent des rythmes. Le rythme idéal, c'est la consolidation, un rythme expansé. Je ne vous en parle pas. Il faut aller sur notre site pour voir de quoi ça. Et comment on fait ça pour planifier une extension des reprises qui fait que l'enfant pourra dire à l'année N+1, Madame, oui, je l'ai appris. Et il ne dira pas, mais Madame, je ne l'ai jamais vu. Voilà, bon, consolidation, questionnement, ça c'est important. Le cerveau n'est pas prêt à apprendre parce qu'on lui apporte des éléments. Comme je suis en train de le faire maintenant de façon caricaturale et très maladroite. Je vous apporte des informations comme si vous étiez des espèces de réceptacles qui allaient… non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche parce que le cerveau est prédictif.
nous sommes des dizaines de fois par jour confrontés à des questions. Qu'est-ce que c'est? Comment je fais pour… Je prends quelle décision? Je vais en face ou à droite? Est-ce que j'ai compris cette affaire? On se pose des questions. L'humain est un auto-questionneur. Vous vous posez une question, vous émettez des hypothèses de réponse. Où allez-vous chercher vos hypothèses? Dans vos mémoires, par votre expérience de vie, par l'apprentissage. Vous émettez des hypothèses et puis vous avez la réponse. La vie vous dit, bah non, c'était pas en face, c'était à droite qu'il fallait aller, etc., etc. La réponse n'est pas juste, n'est-ce pas? Donc il y a un écart entre la réponse que l'enseignant va donner ou que la vie va nous apporter et l'hypothèse qu'on a faite. L'apprentissage, c'est la réduction de l'écart. S'il n'y a pas d'écart, ce qu'on appelle le feedback positif, on n'apprend pas, puisqu'on le savait. On confirme, n'est-ce pas? S'il y a un écart, alors on travaille sur l'écart. Et à partir du moment où on travaille sur l'écart, on apprend, n'est-ce pas? Et donc, la grande règle de la mémorisation efficace, ce n'est pas lire et relire, c'est se poser des questions. Il faut passer dans des techniques de questionnement pour apprendre, de test. Le test n'est pas un contrôle pour mettre une note, etc. Le test est un moyen d'apprendre. On pourrait développer ça pendant des heures. Donc, nous, on propose des pédagogies de test, des pédagogies de test de positionnement, des tests de vérification, des tests de consolidation, etc. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, on ne peut pas comprendre sans savoir. On ne peut pas comprendre une langue étrangère si on ne connaît pas les mots, si on ne connaît pas la relation phonémique, si vous voulez, avec le sens du mot. C'est pas possible, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre une formule de maths si on ne connaît pas le sens des symboles qui la composent, n'est-ce pas? Donc, la mémoire précède la compréhension. Donc, il faut mémoriser pour comprendre, mais inversement, on peut difficilement mémoriser quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, il faut comprendre pour pouvoir mémoriser. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième, c'est qu'il faut traiter les choses. Alors là, je pourrais vous citer plein d'études qui démontrent que plus on traite une information, plus on a des chances de s'en souvenir. Et puis, il y a les liens. C'est-à-dire qu'il faut avoir des références ou accrocher la notion. Et plus on a de liens, plus on a d'accrochage, plus on a des chances de le mémoriser. Donc ça, c'est les 5 règles majeures, fondamentales, qui doivent orienter la construction des pédagogies. Consolidation, questionnement, lien, traitement, compréhension. Voilà, ça c'est vraiment les règles de la mémorisation. Merci. Vous avez été vraiment exceptionnel, très efficace, très explicite. On va continuer, du coup, on va passer. Alors, moi, ce que je retiens sur la mémoire, c'est que finalement, pour nous enseignants, la première des choses, c'est de comprendre de comprendre et de se renseigner sur ce que sont ces différents types de mémoire pour petit à petit les intégrer et intégrer ces connaissances dans nos pratiques pédagogiques. Donc, oui. une jolie porte d'entrée, en tout cas. Oui, merci Nathalie. Il y a tellement de demandes sur le fonctionnement de la mémoire et des règles de mémorisation qu'on a construit ce magistère qui s'appelle apprentissage efficace, je crois, en cycle 3 et 4 pour le ministère, parce que ça répond à ces questions-là. On part de la théorie et on va jusqu'aux applications pratiques. Et là, le succès est phénoménal, puisque en 4 semaines, on a quasiment 4000 inscrits. Donc, ça démontre que les enseignants ont envie, ont besoin de… Voilà. Et ce magistère, on l'a créé avec des enseignants pour répondre à leurs besoins. Et on a écrit récemment un ouvrage chez Nathan qui s'appelle Apprendre à mieux mémoriser. Alors, le public ciblé, c'est surtout cycle 3 et 4, mais en fait, il s'adresse à tout le monde. Et on l'a écrit aussi parce qu'on avait de très, très nombreuses demandes, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci pour cette première thématique. On poursuit par laquelle? Alors, moi, j'ai bien entendu que la mémorisation, c'était vraiment la porte d'entrée. Et puisqu'elle était au centre de toutes les fonctions cognitives, et du coup, on poursuit par laquelle? Implication, compréhension. Puisque vous me donnez le choix, je vais y répondre. Parce que la demande, un peu à tous les niveaux, mais surtout chez les élèves du primaire et le collège, c'est quand même l'attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'attention? Et d'abord, c'est où dans la tête?
ça fonctionne comment, ça consiste en quoi et comment ça se développe. Alors, on est tous confrontés, enfin tous, parce que je me mets un peu dans le groupe des enseignants, j'ai quand même été une génération, et l'attention, c'est une activation neuronale. C'est-à-dire, on a 90 milliards de neurones, mais quand on fait quelque chose, quand on pense à quelque chose, les neurones concernés se mettent à amplifier leur fonctionnement physico-chimique, n'est-ce pas? On a cette capacité de dire, ces neurones-là, allez, allez-y, activez-vous. Et là, on va avoir une espèce de multiplication des processus cognitifs, n'est-ce pas? Et les zones qui sont chargées de ça sont réparties un peu partout. On en a un peu partout, essentiellement quand même dans la zone frontale, là où on a l'atelier exécutif du cerveau qui a la mémoire de travail. Donc l'attention, c'est cela. Et alors, l'attention, ça consiste surtout à cibler, c'est avoir une cible attentionnelle. C'est-à-dire, on est submergé, il y a un effet submersif, si vous voulez, de tout ce qu'on reçoit tout le temps. Et donc, l'attention consiste à dire, vous non, vous non, vous non, hop, je m'occupe de ce que je fais, je m'occupe de ce que la personne dit, je m'occupe de regarder ceci, etc., avec une focalisation la plus précise possible. Je regarde un paysage, mais je regarde quoi? Globalement ou localement? Je regarde tout et vaguement, ou bien quelque chose de précis? Donc, il y a un apprentissage de l'attention. Et ça s'apprend à l'école, avec ce que je décrirais très, très rapidement comme étant la concentration. La concentration n'est pas l'attention. Voilà. Je peux le faire tout de suite. L'attention, c'est cette activation de sélection par rapport à tout ce qui peut nous déranger naturellement aussi, parce qu'on est doté de systèmes d'alerte qui nous dit attention, il se passe quelque chose. Donc, on a des distracteurs qui viennent perturber notre attention. Et Dieu merci, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, n'est-ce pas? C'est le feu orange qui nous dit attention, ça va passer au rouge. Enfin, et donc, il faut apprendre à l'enfant à gérer les distracteurs, à ne pas, comme on dit souvent, se laisser distraire, n'est-ce pas? Et donc, ce développement de l'attention, cette éducation à l'attention, elle se fait dans l'enfance et l'adolescence. Parce qu'après, chez l'adulte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y a plein d'études là-dessus qui le montrent. On arrive difficilement à contrôler l'attention et à gérer la pensée, si vous voulez, chez un adulte. Par contre, il faut le faire. Comme je dis souvent, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et alors, la concentration, c'est quoi? C'est quelle est ma cible attentionnelle? On dit à l'élève, par exemple, en troisième, il fait une dictée. Relis ta dictée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais attention aux fautes d'orthographe, aux fautes de grammaire, aux sens des mots. Je fais ma rédaction à l'organisation. On ne peut pas faire attention à tout. C'est impossible. Quand on écrit un livre et qu'on le relit, ou on regarde les fautes d'orthographe, grammaire et les points-virgules, ou bien on regarde le sens. On ne peut pas faire les deux choses en même temps, parce que c'est trop pour le cerveau. C'est trop pour la mémoire de travail. Donc, il faut apprendre à cibler l'attention. Cible attentionnelle. Deuxièmement, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et un enfant mobilisera son attention, d'autant plus qu'il sait pourquoi il le fait. C'est ce que Jean-Philippe Lachaud, le grand pape, n'est-ce pas, de l'attention chez les petits, appelle l'intention. Donc, il dit perception ciblée, intention, et comment je m'y prends? Il faut ce triptyque-là pour effectuer une tâche avec qualité et éviter de culbuter, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la concentration. Donc vous voyez, autour de l'attention, il y a plein de choses. Si on résume, c'est une fonction dont nous disposons en naissant. Elle est simplement là préstructurée. Il faut la consolider, la mettre en place. Il faut créer l'armature qui se développe jusqu'à l'âge adulte, et il faut impérativement cibler l'attention pour que ça devienne de la concentration efficace au service de notre équilibre personnel, de la qualité de ce qu'on fait, de la mémorisation. Il n'y a pas de mémorisation sans attention intense, il y a des degrés de l'attention. Degré superficiel, degré un peu plus approfondi, degré profond, n'est-ce pas? Et ça nous permet de gérer tout ce qui vient
j'allais dire disturber, comme on dit en anglais, distraire l'attention. Voilà, donc l'attention, c'est vraiment quelque chose sur lequel et il faut attacher de l'importance. Et si vous voulez, et je termine par ça, parce que le temps passe, c'est étonnant quand même que dans les référentiels du ministère, on ne trouve pas trop d'activités hyper dédiées à l'attention, alors qu'on dit que c'est le premier levier majeur de la cognition. C'est quand même un peu paradoxal, n'est-ce pas, cette affaire? Donc c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup dessus. Mais moi, je trouve on est à un moment de notre civilisation ou de notre compréhension dans notre cerveau qui est fabuleux. C'est que ça nous permet de passer de l'implicite qu'il y avait à l'école, où on disait à un élève, concentre-toi, apprends ta poésie, mémorise. Et maintenant, on commence à avoir des clés de compréhension de tous ces mécanismes et donc d'apprendre à nos élèves. Et je trouve que là où il y a une vraie différence de culture de l'école, hein, et on voit bien que la différence entre certains élèves, elle est là, c'est que on a à la maison, on peut avoir cette culture un peu implicite de l'école, de savoir être attentionné, d'être plus concentré, d'écouter. Et pour d'autres enfants à qui il faut vraiment l'apprendre explicitement parce que ça ne fait pas partie de leur culture et c'est OK avec ça. Et du coup, je trouve qu'on est à un vrai moment béni de notre civilisation parce que maintenant, ça y est, on sait que c'est quelque chose qui s'apprend et on a les outils et notamment les outils de la Coniclass, moi je trouve sont merveilleux pour ça, c'est que on peut accompagner nos élèves dans cet apprentissage. Donc, si je peux me permettre, alors d'abord, je suis hyper d'accord avec vous, mais j'irai même plus loin. Je dirais que jusqu'à présent, parmi les objectifs majeurs du système, c'est quand même l'acquisition de savoir et de compétences, essentiellement, n'est-ce pas? Mais ce que les sciences cognitives nous amènent maintenant, c'est que en toile de fond, il y a quand même toutes les fonctions cognitives. Or, qu'est-ce qui nous sert dans la vie? C'est évidemment les savoirs, les compétences, puisque c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour comprendre le monde, pour avancer, pour se préparer à un métier, etc., etc. C'est évident. Mais qu'est-ce qu'on fait des fonctions exécutives? Et comme vous le disiez très justement, qu'est-ce qu'on fait du développement de l'attention? Qu'est-ce qu'on fait du développement de l'inhibition, c'est-à-dire le contrôle de la pensée, le contrôle de ce qui n'est pas pertinent? Qu'est-ce qu'on fait de la flexibilité mentale, cette capacité à passer d'un thème à un autre, de se remettre en question, derrière lequel il y a la curiosité, l'ouverture d'esprit? Qu'est-ce qu'on fait de la théorie, du raisonnement, de la réflexion, de la résolution de problèmes, de la logique, etc. Et si vous voulez, il est de plus en plus avéré que le décrochage des élèves est souvent imputable au fait qu'on a négligé le développement de ces fonctions cognitives, de ces fonctions exécutives. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on n'essayerait pas de réduire la fracture scolaire, le décrochage, etc., en mettant un peu la gomme, si je puis dire, sur le développement de fonctions, n'est-ce pas, et d'éviter de prendre le cerveau, n'est-ce pas, comme un endroit où on va bourrer de savoir. C'est un peu ce qui nous distingue de certaines cultures éducatives. Je pense à des pays du type Canada, et comme vous le disiez, des pays scandinaves, etc., qui ne sont pas des modèles absolus, n'est-ce pas, mais qui peuvent nous aider à comprendre que peut-être, alors ça fait partie de notre devise, d'apprendre moins mais mieux, n'est-ce pas, pour préparer vraiment l'élève qui va devenir un futur adulte à gérer les informations. Gérer la crédibilité, n'est-ce pas, des fake news, de ne pas tomber dans les pièges. On est quand même dans un monde où on est submergé par les informations, où on peut se laisser piéger de façon dramatique par un certain type d'informations, où notre espace cognitif se libère un peu parce qu'on a tout un tas de techniques qui permettent de stocker des éléments, des datas et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? N'est-ce pas? Et donc, l'apprentissage de la gestion de notre cerveau en tant qu'organisme pensant pour agir, etc., ça devrait normalement élargir un peu les objectifs du système scolaire. Finalement, travailler le contenant et le structurer, l'organiser, apprendre à connaître dans quoi on peut ranger tout ça
et que finalement, une fois qu'on a ce contenant de prêt, de structuré, d'organisé, eh bien, les connaissances vont venir assez beaucoup plus simplement. Et si on a un manque à un endroit, on sait comment aller le chercher, on Oui, sait comment oui. trier les informations, et du coup, on peut pallier à ce manque de connaissances beaucoup plus Mm. facilement. Les, Allez, les- les trois grands axes de l'apprentissage, si vous voulez, c'est nourrir le cerveau de tout ce qu'il faut, hein, le minimum vital et plus que ça. Un. Deux, l'exécution. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on exécute? Avec qui on exécute? Compétences collaboratives, compétences psychosociales, équilibre de soi-même. Et troisième axe, les fonctions cognitives, les fonctions exécutives. du coup, ça répond à la question alors de Nikos. Comme je ne lis pas, je pense que c'est du cyrillique, je ne sais pas le lire. Donc, je pense que c'est Nikos qui demande finalement, est-ce qu'il devrait y avoir des cours de cerveau? Alors, je crois c'est à intégrer dans nos différentes matières quand on est au secondaire et des temps dédiés à effectivement, apprenons à savoir comment on fonctionne. Et c'est prendre du temps. Alors, certains enseignants ou certains collègues disent, oui, mais est-ce qu'on peut perdre ce temps-là? On ne le perd pas, en fait. On prend du temps au début pour travailler ce contenant et ensuite, ben, Oui. on arrive à Alors, appliquer plus. merci mille fois à notre aide. Toutes les pistes pédagogiques qu'on propose aux enseignants sont toutes associées à une formation des élèves sur leur cognition. Alors, Mm. cette cognition, alors d'abord, il faut que les enseignants soient à peu près, à peu près bons sur voilà, la connaissance du cerveau, de son fonctionnement, etc. Mais pour les élèves, comme je le disais tout au début, c'est tout à fait fondamental. C'est pour ça qu'on a créé des modules de formation. Alors, c'est pas des cours, hein, c'est des sensibilisations par des interactions. Ah, l'attention, ça marche comme ça. J'ai des faiblesses attentionnelles, comment je fais, etc. Donc ça, c'est incontournable. Et comme ce ne sont pas des cours, c'est distribué un peu au cours de l'année. Par exemple, le prof dit, ah ben là on va faire ceci, on va reprendre, etc. Parce que le cerveau, rappelez-vous, il oublie, il faut consolider, etc. Donc c'est au fil de l'année qu'on arrive à modifier la représentation que l'enfant a de son cerveau. Donc c'est une question géniale qui vient d'être posée, parce que l'idée, c'est d'impliquer l'élève à la fois dans son activité et dans ce qui se passe dans sa tête lorsqu'il apprend. Et Mm. alors là, on observe des choses tout à fait étonnantes. Et, et Allez-y. ce que je voudrais dire, c'est que finalement, en tant qu'enseignant, dans sa posture d'apprenant, là, pour le coup, hein, parce qu'on se retrouve à apprendre des connaissances, des fonctionnements nouveaux. Au début, on tâtonne, on reste dans l'univers qui nous est proposé de la formation et on enrichit en fait les propositions qu'on peut faire aux élèves. Et d'année en année, on arrive à faire des liens quasi naturels dans tous les moments de la classe. Mais ça se construit petit à petit. Je crois Oui, qu'il faut accepter aussi, en tant qu'enseignant, de se dire, ben, je fais un premier pas et oui, petit à petit, j'augmente oui. cette connaissance. Mais dans toutes les coniclasses où on propose aux enseignants d'expliquer aux enfants comment ils fonctionnent, le succès est merveilleux, hein. Les retours sont formidables de la part des élèves. Ils sont scotchés. Mais non, enfin, c'est plus que ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils intègrent la modalité pédagogique. Ils Mm. acceptent de reprendre, ils acceptent de passer un moment de ce qu'on appelle, nous, de remise au calme mental pour Mm. arriver à. C'est un peu l'amorce d'une méditation. On dit pas ça parce que voilà, on veut pas qu'il y ait de connotation Oui. mal perçue par les parents, n'est-ce pas? Mais il y a ça aussi. L'élève, il revient de récréation, il faut qu'il se remette au boulot. Comment Mm. il gère ce tourbillon de pensée, etc. Et ça s'apprend, ça se développe, n'est-ce pas? On l'a pas inventé. Il y a des milliers euh, de gens spécialisés là-dedans et autres bouddhistes et compagnie qui nous disent mais c'est une condition sine qua non, par exemple, n'est-ce pas? Et ça peut se faire à travers pratiquement toutes les activités pédagogiques. Tout à fait. Et je crois que, enfin, et se faire confiance et se dire, bah, je commence, je pose un premier pas, la première année, et ça ne sera pas complet. Et petit à petit, j'augmente ma pratique. Monsieur Berthier, je regarde l'heure et il va falloir qu'on se discipline. Alors, parce que c'est passionnant tout ça, on pourrait effectivement y passer 3 jours. Alors, on a parlé de la mémoire, on a parlé de l'attention, et il nous en reste 4.
à... Oui, mais il y en a une que j'ai traitée, hein. L'implication, c'est prendre le cerveau comme comme un instrument d'interrogation. Hmm. C'est-à-dire que s'il est passif, si on a une pédagogie transmissive, l'apprentissage est moins efficace. En revanche, si on le met en face de questionnements, de résolution de progrès, de problèmes, avec des techniques qu'on appelle maintenant d'îlots augmentés, je pourrais vous en parler longuement, mais là, on implique l'élève. Et là, on joue à la fois sur les leviers de la motivation, sur la différenciation, ça c'est fondamental, parce qu'on arrive avec ces techniques-là à faire atteindre des objectifs communs sous différentes formes par des élèves extrêmement différents. Voilà. Donc ça c'est quand même extrêmement précieux. Voilà, il y a tout cela. Donc l'implication, on va dire qu'on l'a traité. Il nous reste la métacognition. La métacognition, c'est comment l'élève se positionne-t-il dans son parcours de formation. Quelle représentation j'ai de moi? J'ai une fille, je peux faire des maths. Mon père, il est paysan, il ne sait pas lire. Et je peux faire une école de commerce. Enfin, la représentation, les biais sociaux cognitifs que beaucoup d'enfants traînent comme des gamelles, n'est-ce pas? Donc, la représentation de soi, la confiance en soi, je suis capable d'y arriver ou pas? Les stratégies d'apprentissage. Est-ce que j'ai les stratégies? Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que je suis dans ce qu'on appelle la fenêtre de difficulté désirable? C'est trop facile ou c'est trop compliqué pour moi? C'est trop complexe ou pas? N'est-ce pas? Et toutes ces questions-là, ça fait partie de la métacognition et on apprend aux élèves à développer leurs compétences métacognitives. Et ça sert toute la vie, n'est-ce pas? Qui n'est pas confronté à un problème, une situation dans la vie? Comment je fais pour me reprendre de façon objective? J'ai besoin d'un accompagnant. L'accompagnant, c'est l'enseignant. Et la bienveillance, c'est une des qualités les plus partagées dans le monde enseignant. Mais est-ce qu'on a un côté un peu professionnel de cet accompagnement? Donc, la métacognition, c'est cela. Voilà. Et nous, on travaille particulièrement sur ce thème, tout simplement parce que on a un membre de notre équipe qui est auprès du conseil scientifique, voilà, pour développer ce thème-là. Donc, ça, c'est la métacognition. Et il y avait après… La compréhension et les fonctions exécutives. Oui, alors la compréhension, c'est beaucoup plus ancien, ça relève des sciences de l'éducation, mais derrière la compréhension, comme je l'ai extrêmement vite dit tout à l'heure, il y a la mémoire. Si on n'a pas la mémoire, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est avant. Et dans l'évolution humaine, la mémorisation a précédé la compréhension. Lorsque le bébé arrive, il possède déjà des choses dans sa mémoire. Parce qu'il y a toute l'évolution humaine derrière lui, donc il est capable, il a tout ce qu'il faut pour essayer de comprendre. Voilà. Donc, plus il connaît les choses, numération, tout ce qui est relatif à la communication, à la pratique du langage, etc. Donc, ça, il l'a déjà. Donc, on développe tout ça. Il mémorise, il comprend, plus il mémorise, plus il comprend, et c'est une spirale assez géniale. Alors là, on pourrait en parler, mais on va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, sur toutes les techniques pédagogiques pour aider les élèves à comprendre. Le vocabulaire, le sens des concepts, ordonner les choses, faire des liens, les cartes conceptuelles, enfin toutes ces choses-là qui aident les élèves à comprendre. Et pour terminer, il nous reste les fonctions exécutives, mais j'en ai déjà pas mal parlé et on pourrait en parler effectivement pendant plusieurs jours. Alors, il y a beaucoup de commentaires alors qui se régulent les uns les autres, qui ne sont pas vraiment des questions, mais des échanges entre les enseignants sur effectivement le souci de la formation, c'est-à-dire que vous proposez des choses et vous proposez des choses qui forcément éveillent la curiosité, donnent envie. Ça pose des questions sur les postures enseignantes dans notre système, ça pose des questions sur la formation. Alors, effectivement, ça pourrait faire l'objet de nombreux échanges et de nombreux lives. Je partage plein de choses, hein. Sandrine, effectivement, Michael disent des choses qui sont de l'ordre de leur ressenti et de leur positionnement dans l'institution. Je crois qu'il y a un peu de tout. Tout ça est présent, mais on peut, je crois, à partir de nos pratiques de classe, trouver des enseignants complices avec qui on peut, petit à petit, changer les choses. En tout cas, on y croit. Donc, essayons, même si c'est très compliqué. Hein, on parlait en off, en début d'émission, que
parfois d'être trop innovant, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce terme, mais en tout cas en réflexion, en questionnement, peut déranger des équipes et peut déranger des collègues. Mais à un moment, il y aura un effet de bascule. Donc, croyons en cet effet de bascule. Allez, on va dépasser un tout petit peu, mais je veux absolument qu'on pose cette dernière question. Avec le recul qui est le vôtre, quels sont les freins les plus importants que les enseignants ont eu à lever pour se lancer dans les classes? Qu'est-ce qu'on a à lever chez nous en tant qu'enseignants pour se lancer dans ces pratiques et dans ces questionnements? Nathalie, vous avez l'air de me poser une question qui me dérange. Ah, ça vous dérange? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous touchons là aux obstacles du développement, si vous voulez, de la dynamique qu'on essaie de mettre en place. Les obstacles sont multiples. D'abord, ils sont très individuels. Et c'est compliqué de changer, que c'est compliqué de réviser ses routines. Donc, c'est souvent très perso. Et c'est là où on voit que la personnalité du collègue joue formidablement. Et à mon avis, parmi tous les gens qui participent à l'émission, ce ne sont pas eux qui posent problème, parce qu'autrement, ils ne seraient pas là, n'est-ce pas? Et donc, j'allais dire, braves gens, rejoignez-nous, on a besoin de vous pour expérimenter, etc. Bien. Mais moi, j'ai vu en direct depuis 10 ans près de 40 000 personnes, et ils sont, je dirais, 20% à essayer, à tester, à être curieux, à expérimenter. Bon, et les 80%, c'est compliqué. Donc, il y a des gens qui s'opposent, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui ne sont pas en sécurité professionnelle pour le faire. Quand c'est compliqué à gérer une classe, on n'a pas du tout envie d'innover. On se réfugie dans « ah ben, bon, je ne vais pas vous l'apprendre, vous connaissez tout ça par cœur ». Et il y a ceux qui attendent de voir si ça marche ou pas. Ils ont un regard dubitatif, c'est ce qu'on appelle l'evidence-based, hein, c'est-à-dire, alors, ça marche ton truc ou pas? D'ailleurs, c'est la première question que vous m'avez posée. Ça marche ou pas? Voilà. Et donc, il faut du temps pour cela. Alors ça, c'est un obstacle. La personnalité des gens, le temps, il faut du temps pour faire évoluer un système. Je dirais la deuxième grande cause, c'est quand même les contraintes de notre système. On a un système très jacobin, avec des programmes qui sont monstrueux. Tous les enseignants le disent. Comment voulez-vous qu'on planifie la mémorisation, qu'on passe du temps à développer l'attention, qu'on fasse de la métacognition quand il faut traiter les 25 chapitres de l'année? Enfin, c'est pas raisonnable, cette affaire. Et pour tous les élèves, pareil, de façon synchrone. Alors, j'ouvre des portes ouvertes, mais une des grandes complications, c'est quand même celle-là. Alors, je rassure, et je mets un petit vent positif. Et j'ai vu passer des noms qui me sont familiers, parce qu'ils sont, voilà, et ils le savent bien, ces collègues-là, que quand on fait un peu moins, on fait mieux, et qu'on peut trouver une ingénierie de formation qui permette d'atteindre un peu ces objectifs en attendant que les choses bougent. Nous, une de nos missions, alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais enfin, moi j'ai la chance d'avoir l'oreille, si vous voulez, des grands responsables, des GESCO, et même M. Blanquer lui-même, que je connais quand même depuis longtemps, et qui est très intéressé par ça. Mais lui-même est confronté par tellement de choses, c'est un peu compliqué. Il n'empêche que l'idée, c'est quand même progressivement d'année en année, d'essayer de bousculer la commission des programmes, d'essayer d'introduire un petit peu des choses, de bouger un peu les formations dans les INSPE, etc., etc. Tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Ensuite, il y a tout un tas de micro-obstacles. C'est-à-dire que vous êtes enseignant, vous êtes dans une classe, dans un établissement. Et puis les collègues de la classe ne sont pas forcément OK. Vous faites quoi? C'est compliqué, n'est-ce pas? Et puis vous avez votre classe et puis vous arrivez à la fin de l'année. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait monter tous les profs d'un niveau, on garde les mêmes élèves, il faut recommencer à zéro. Tout ça, ce sont des obstacles très concrets, très réalistes. Alors, ce qu'on observe quand même, c'est que les postures professionnelles modifiées apportent chez l'enseignant des transformations sur lesquelles, en général, il ne revient pas. Tout à fait. Il y a une sorte d'irréversibilité des choses, donc ça, c'est quand même un constat. Par contre, pour les enfants, c'est un peu déroutant. Parce que ils ont appris des techniques, ils ont suivi des techniques, on leur a dit « Mon petit gars, ton cerveau, il fonctionne comme ci, comme ça, on va reprendre un machin ». Et l'année d'après, ils se retrouvent avec un prof qui fait son cours
derrière son bureau, qui lui balance des tonnes de trucs. Il dit, mais je comprends pas. Comme disait un élève il y a quelques jours, il dit, mais parce qu'on préconise des parcours de mémorisation personnalisés avec l'algorithme qui s'appelle Anki, Memovoc, en fait, tous ces trucs-là. Et il vient revoir le prof, il dit Madame, j'ai déménagé à Noël, mais je comprends pas, le nouveau prof, il fait pas Anki. Moi, ça me manque. Comment je fais maintenant? Oui, bon, on se trouve avec des espèces de schismes, n'est-ce pas, qui sont très inconfortables pour les enfants. Comment s'y retrouvent-ils? Alors, on va dire que tout ce qui est fait est fait, etc., etc. D'accord. Ça, ce sont des obstacles au changement. Ça, c'est franchement compliqué. Et puis, il y a la formation. Tout à fait. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on apprendra? Enfin, écoutez, j'ai donné une conférence il y a quelques mois au PsyEN à l'université, là, dans le cadre de leur formation initiale. Il n'y en a quasiment aucun, les PsyEN, qui connaissaient le fonctionnement du cerveau. Il dit, mais ah bon, mais ça fonctionne comme ça, un cerveau? Mais je dis, madame, bon, je me permets de vous dire humblement que ça fonctionne comme ça, mais quel lien faites-vous avec les problématiques de l'enfant, avec les problématiques scolaires? Bien sûr qu'il y a des dimensions personnelles, psycho, familiales, d'environnement, machin, etc. Évidemment qu'il y a ça, mais pourquoi vous l'ignorez? Alors elle me dit, enfin il m'a dit, parce qu'ils étaient une centaine, il dit mais nous on nous en a jamais parlé, n'est-ce pas, de tout cela. Alors donc il y a un problème de formation initiale et il y a un problème de formation continue. Nathalie, je me permets quand même de dire que tous les gens qui sont là devant, ils sont curieux, ils sont intéressés. C'est des gens qui peuvent se former aisément. Et c'est pour ça qu'on a créé tellement de ressources sur notre site. Mais les autres. Donc, il y a un gap qui est en train de se créer entre ceux qui sont un peu fer de lance, n'est-ce pas? Alors, je dis pas que c'est la seule voie, n'est-ce pas? Et que hors de ça, pas de salut. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conceptions un peu différentes qui sont en train de s'écarter. Et là, c'est un vrai problème, n'est-ce pas? C'est un vrai problème parce que un enseignant qui met en place plein de trucs, à un moment donné, il se retrouve un petit peu seul, n'est-ce pas, dans son établissement. Et ça c'est aussi un problème. Oui, et j'aurais envie de dire, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourra se quitter, c'est que finalement, quand on se sent seul dans ses pratiques et qu'on a une appétence à aller vers ses pratiques et à avoir envie de faire évoluer sa pratique, d'apprendre tout au long de sa vie, il faut se rapprocher, si on n'en a pas dans son espace proche, de collectifs qui existent. Alors, oui, je veux parler d'être prof, mais il y a des collectifs, j'imagine sur Coniclass, il y a des endroits où on peut échanger avec des gens qui pensent la même chose. Et il y a des moments où on a besoin de se rassurer, on a besoin de s'épauler pour dire, OK, je suis effectivement seule dans mon établissement, mais le numérique, là aussi, nous permet de nous rapprocher de personnes qui sont loin, mais il y a une communauté de pensée et on en a besoin. Oui, alors en primaire, les IEN et les conseillers pédas, ils jouent un grand rôle. Parce que eux, ils assurent un peu l'homogénéité de la montée en charge sur un territoire. Et donc là, il y a une forme de collectif qui se crée. C'est plus compliqué en collège et au lycée. Ça, c'est clair. Alors, nous, notre site et notre association, si vous voulez, elle sert aussi à ça. C'est pour ça qu'on crée des témoignages. On est en train de créer tout un jeu une fichothèque, comme on dit, de témoignages qui s'appelle Agir en expérimentant, des gens qui ont fait des choses, etc. Et au moins, on les montre. Au moins, on dit, mais voilà, Madame une telle ou une équipe a fait ceci, cela, ça a donné ça comme résultat, positif ou pas positif. Mais il faut le dire, il faut être très clair, très transparent. Et donc un peu des références et les gens s'y retrouvent, c'est vrai. Moi, j'ai reçu hier un témoignage absolument magnifique, j'en avais les larmes aux yeux, d'une dame qui disait « Ah, je viens de découvrir des témoignages de gens qui font des choses. Moi, j'essaye depuis longtemps. Je pensais que j'étais toute seule. Oh, qu'est-ce que je suis contente de savoir qu'etc. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation ?» Mais oui, madame, on va essayer, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu cette espèce de comment je vais dire, de cette dynamique réticulaire, n'est-ce pas, qui permet un peu de passer de la sensibilisation à la formation à la mise en œuvre, et après de la mise en œuvre au partage. Et nous, on a tellement besoin de collecter des retours pour faire avancer la chose. Merci beaucoup. Vraiment merci pour ce temps. Alors, on pourrait le multiplier. Voilà, 3 jours, exactement.
En tout cas, j'espère que tous ceux qui étaient là, et ils étaient très nombreux à être là, effectivement, il y a tout un tas de questions sur le système, sur notre système, mais je crois que ce que vous venez de partager avec nous peut nous faire dire, OK, j'ai envie de ça, moi en tant qu'enseignant, et je me trouve des complices avec qui je peux me solidifier dans ces envies, et c'est effectivement comme ça que le système pourra peut-être un jour changer. Et en tout cas, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, donc quelle place on veut prendre dans ce système? C'est une très très grande question. Merci à vous tous qui étaient là. Merci à Oui, Monsieur Berthier. et merci beaucoup Nathalie, merci pour l'invitation. C'est un bonheur pour moi. de- Mais, de toute manière, on sent votre passion et du coup, votre passion permet que les choses sont très explicites, très illustrées et très compréhensibles, du coup. Merci. Et ça marche, Et ça marche, exactement, ça ça marche. marche. C'est pas Merci, facile, mais ça marche. merci Bon, beaucoup. merci.